Chères étudiantes et étudiants, bonjour. J'espère que le problème synoptique n'est plus un problème pour vous, que la raison des similitudes et des différences entre les évangiles synoptiques vous est désormais bien connue. J'insiste néanmoins sur le fait que l'hypothèse des deux sources est un modèle. Un modèle aide à comprendre la réalité que l'on observe, mais n'est pas une photographie de celle-ci. N'imaginez pas l'évangéliste Luc écrivant son évangile avec un exemplaire de Marc semblable à celui dont disposait Matthieu posé à sa gauche et un exemplaire de Q semblable à celui dont disposait Matthieu posé à sa droite. Rappelez-vous que dans l'Antiquité, les textes sont vivants. Aucune copie d'un texte n'est semblable à l'autre. Ce que nous découvrons à nouveau, d'ailleurs, avec les textes électroniques que chacun peut aussi modifier à sa guise. D'autre part, on est dans une société de l'oralité et la mémoire de Jésus est encore proche. Nous allons voir cela aujourd'hui. Dans la première partie du cours, nous remontons le temps pour retrouver la figure historique de Jésus. Dans la première séquence, nous avons vu que la critique textuelle s'efforçait de déterminer les variantes les plus anciennes dans la diversité des manuscrits. Dans la deuxième séquence, nous avons cherché les éventuelles sources qui avaient précédé la rédaction des évangiles. Nous avons fait ce que l'on appelle un travail de critique des sources. Pouvons-nous remonter plus haut que les sources écrites des évangiles, Marc et Q? On se rappelle que le prologue de Luc atteste que les récits que connaît l'évangéliste se fondent sur une transmission orale. Je cite, « ce que nous transmirent ceux qui sont devenus depuis le commencement témoins oculaires et serviteurs de la parole ». Dans cette séquence, nous explorerons cette étape antérieure aux sources écrites. Voici 3 conseils pour aborder la séquence. Vous connaissez déjà le premier. Ne mémorisez pas les exemples donnés. Attachez-vous seulement aux conclusions qu'on en tire. Vous connaissez également le deuxième conseil. Mais la pédagogie consiste, paraît-il, à répéter. Vérifiez à l'issue de votre travail que vous êtes capable de répondre aux objectifs fixés. Exercez-vous à formuler vos réponses aux questions soulevées par les objectifs indiqués. Le troisième conseil est nouveau. Avant d'aborder une séquence de cours, regardez toujours les exercices qui vous sont demandés. Cela doit orienter aussi votre lecture du cours. Vous notez au brouillon ou soulignez dans le cours, au fur et à mesure de votre lecture du cours, les éléments qui vous serviront à rédiger votre réponse à la croque. Vous gagnez ainsi du temps. Venons-en aux annexes. Les 2 premières annexes sont pour les curieux. Le cours propose l'exemple de la journée de Capharnaüm pour montrer comment l'évangéliste a assemblé des épisodes divers en une intrigue théologique. L'annexe 1 vous propose un autre exemple, celui de la section des pains dans l'évangile de Marc. Au fur et à mesure du cours, nous rencontrons divers savants qui ont marqué la recherche sur les évangiles. Régulièrement, des annexes vous donneront quelques éléments biographiques sur ces chercheurs pour mieux les connaître. L'annexe 2 vous en présentera 3. Karl Ludwig Schmidt, Martin Dibelius et Rodolphe Bultmann, le plus connu. Vous constatez qu'il s'agit de 3 Allemands. Dans les années 70, ce sera essentiellement le cas. L'annexe 3 est un document à garder sous le coude. C'est un inventaire des diverses formes littéraires que l'on trouve dans les évangiles. Si dans ce cours, il ne vous est demandé d'en connaître que quelques-unes, il sera bon, dans la suite de vos études, de vous familiariser avec cette nomenclature. À vous maintenant de vous lancer en ouvrant la 3e séquence du cours, la transmission de la mémoire de Jésus. Bonne lecture et belle découverte.